Bienvenue au mois de janvier du programme de mentorat antique. Analyse à long terme. Leçon 1.1. Nous enseignons la mise en œuvre de l'analyse macroéconomique. Cet enseignement porte sur les changements trimestriels et les fourchettes de données de l'IPTA. Les fourchettes de données. Le changement trimestriel du marché. Ok, s'il existe un algorithme, si nous pensons qu'il existe un moteur de diffusion des prix automatisé qui s'occupe d'assurer l'efficacité de la diffusion des prix, l'efficacité de la négociation à tous les prix potentiels, de négociations disponibles pour chaque actif, nous allons traiter spécifiquement du Forex dans le cadre de cet enseignement. Mais l'effet d'un changement trimestriel du marché est universel dans toutes les classes d'actifs. Mais j'aimerais vous poser une question pour un instant. Essayez d'imaginer le monde en tant qu'investisseur s'il était complètement aléatoire. Si le marché était en fait aléatoire, comment quelqu'un pourrait-il raisonnablement avoir un avantage? Pensez-y. Les statistiques, en fait, qu'est-ce que c'est? Vous comptez toujours les chances d'une chose qui s'est déjà produite et de l'attribuer à un événement futur invisible. Il n'y a donc aucune garantie que si les marchés étaient complètement aléatoires, si nous avions basé notre système, si nos concepts d'analyse étaient basés sur les effets de l'aléatoire sur le marché, nous en arrivons à la conclusion que oui, les choses peuvent s'être produites 50 fois comme les 60 dernières fois. Les choses peuvent s'être produites 50 fois comme les 60 dernières fois. Et que par conséquent, un bord pourrait être défini, mais cela n'équivaut pas à des événements futurs qui n'ont pas encore vu. C'est la fausseté de l'enseignement, l'idée que les marchés sont complètement aléatoires. Si les marchés étaient en fait complètement aléatoires, je ne m'y intéresserais jamais moi-même, parce que je n'aurais aucune confiance dans le fait qu'il existe une quelconque mesure de pronostic qui remplirait une condition de rentabilité comme résultat. Ma conviction est la suivante. Que les marchés sont conçus à 100%, qu'ils sont absolument contrôlés jusqu'au bout des ongles sur le marché des changes. J'ai prouvé à maintes reprises par le passé, au cours de nombreuses années, voici comment nous pouvons appeler des niveaux de prix spécifiques au PIP. Parfois, cela varie un peu, mais souvent cela va jusqu'au PIP en tant que sortie ou objectif. PIP comme sortie ou comme objectif. Et mon opinion à ce sujet est que si je peux le faire plusieurs fois tout au long de l'année, en soi, indépendamment de ce que je crois, je serai capable de vous communiquer ma compréhension du marché. Si je peux faire cela, pour moi, cela prouve qu'il n'y a en fait aucun hasard sur le marché. Car si c'était le cas, je ne pourrais pas être aussi précis dans mes prévisions et dans l'orientation que je pense donner au marché. Si nous comprenons et pouvons convenir que les marchés ont en fait un élément de... Si nous comprenons et acceptons que les marchés ont en fait un élément de contrôle, sous la forme d'un algorithme de moteur de prix au niveau de la banque centrale, ils fixent le prix. Ils permettent au marché d'évoluer vers un niveau prédéfini pour la journée. La plupart du temps, il arrive que des choses peuvent se produire, qu'ils envoient le prix en dehors de la fourchette prédéterminée. Mais pour l'essentiel, l'algorithme de livraison des prix interbancaires, ou IPTA, a des fourchettes de données dans lesquelles il travaille. Et en comprenant quelles sont ces fourchettes, nous pouvons aller sur le marché avec une idée prédéterminée de l'endroit où l'algorithme va travailler. D'où vient l'information? Quelle date? Quelles sont les fourchettes? Et quels sont les hauts et les bas spécifiques? L'algorithme, comme point de référence, c'est ce dont cet enseignement va parler spécifiquement aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler, et j'en ai parlé brièvement dans la section des tutoriels gratuits, que j'ai passé en revue tous les enseignements que j'ai fournis à la communauté en ligne, car il s'agit d'échanger les marchés d'échange. J'enseigne qu'il y a un changement de structure du marché qui a lieu tous les 3 ou 4 mois, et pour la plupart, c'est universel. Il ne s'applique pas seulement au marché d'échange, mais à toutes les classes d'actifs. Cet effet se produit parce que le marché doit susciter un nouvel intérêt.
il doit avoir un nouveau sentiment d'urgence. Une occasion manquée est une occasion perdue. Une occasion manquée est une occasion perdue aux yeux de nombreux traders. Les marchés ont donc tendance à bouger et à osciller tous les 3 ou 4 mois. Ce qui était vrai ou ce qui était perçu comme un mouvement directionnel sur le marché au cours des 2 ou 3 derniers mois peut en fait ne pas être vrai pour les 2, 3 ou 4 mois à venir en ce qui concerne la direction du marché. C'est pourquoi je vais donc vous conseiller de toujours regarder les prix au niveau macro, c'est-à-dire au niveau mensuel, hebdomadaire et quotidien, et d'apprendre à anticiper les fluctuations intermédiaires des prix. Peu importe que le marché soit prédisposé à monter sur un marché haussier primaire ou sur un marché baissier primaire, vous pouvez toujours repérer des retracements à moyen terme assez significatifs dans des tendances haussières ou baissières. Si vous comprenez cette composante, vous serez également en mesure de surmonter les retracements profonds qui sont parfois nécessaires dans le cadre d'un trading de position à long terme. Vous comprendrez également qu'il existe des retracements à moyen terme sur ces niveaux de temps plus élevés, et si vous êtes un trader en position à long terme, comme ce mois-ci vise à l'enseigner, vous serez en mesure d'éviter les retracements profonds. Ce mois-ci, vous n'aurez pas de problème ni d'engagement émotionnel. Ne pas garder la position pour toujours, mais en fait, retirer une partie de la position en attendant ce retracement, puis de revenir en arrière et d'ajouter cette même position que vous venez de retirer ou une partie de cette position de votre transaction à long terme, puis de la réintégrer pour recapitaliser sur cette nouvelle hausse. Tous les 3 ou 4 mois, il y aura un changement de direction. Il peut entraîner une consolidation ou un retracement de la fluctuation des prix qui s'est produite jusqu'à ce moment-là. Le fait que le marché soit dans une tendance haussière ou baissière primaire déterminera si le marché connaît ou non un retracement profond sur une base temporelle plus élevée ou s'il entre dans une phase de consolidation. Si le marché est dans une forte tendance haussière, souvent, vous ne verrez pas beaucoup de retracement, mais vous verrez une consolidation ou une fourchette de négociation se former. Ils capitalisent alors de nouvelles positions longues et parfois, ils font descendre le marché en dessous d'un creux à court terme sur un graphique journalier avant de le faire remonter. C'est là l'étendue de tout retracement. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous regardiez le marché. Il y a toujours un jeu à moyen terme à négocier tous les 3 ou 4 mois sur chaque classe d'actifs. Si le marché que vous observez ou que vous étudiez se trouve dans une fourchette importante, vous pouvez vous tourner vers un marché qui pourrait évoluer à la hausse ou à la baisse. Recherchez un marché qui est potentiellement en train d'évoluer vers une nouvelle tendance haussière ou une phase baissière dans son action de prix. Haussière ou baissière. Cela vous permettra également de vous aligner sur les tendances à long terme potentielles qui évoluent à la hausse ou à la baisse, selon ce que vous voyez sur vos graphiques. Nous allons beaucoup parler de cela ce mois-ci, mais entrons un peu plus dans le vif du sujet et expliquons comment nous pouvons utiliser les fourchettes de données de l'IPTA et le changement trimestriel du marché. Évidemment, mon point de vue sur le marché est le suivant. Si nous pouvons nous concentrer sur ce que l'argent intelligent fait avec son argent, comment ils allouent leurs fonds, comment ils se déplacent sur le marché, si nous pouvons imiter ces caractéristiques dans nos propres transactions, nous devrions obtenir des conditions de forte probabilité. Lorsque nous examinons l'accumulation d'argent intelligent pour les programmes d'achat, un programme d'achat, c'est lorsque le marché passe par une série de sessions de jours successives qui sont consécutives, quel que soit le cadre temporel. Vous pouvez voir un programme d'achat sur un graphique horaire. Vous pouvez voir un programme d'achat sur un graphique de 4 heures. Vous pouvez voir sur un graphique de 4 heures, un graphique quotidien ou hebdomadaire, ou mensuel sur un graphique quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Mais la négociation, le cadre temporel que nous utilisons pour ce mois-ci, est principalement le graphique journalier. Donc, si nous anticipons un programme d'achat, cela signifie que nous nous attendons à une série de jours de hausse qui peuvent durer plusieurs mois. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelques jours, mais quelques jours de hausse sur le graphique quotidien peuvent toujours être considérés comme un programme d'achat s'ils atteignent une mesure de liquidité qui serait supérieure au récent sommet du marché. Lorsque nous recherchons une accumulation d'argent intelligent pour les programmes d'achat, nous nous attendons essentiellement à une manipulation du sous-jacent par rapport à l'indice de référence. Qu'est-ce que le sous-jacent et qu'est-ce que l'indice de référence? Nous allons nous intéresser, dans le cadre de cet enseignement, au marché des changes en particulier, mais aussi aux matières premières, aux actions et au marché des taux d'intérêt. Des marchés de taux d'intérêt, dans le cadre de cet enseignement, mais je veux garder les sujets très
Concis, une classe d'actifs à la fois afin d'éviter toute confusion pour l'étudiant. Mais la manipulation du sous-jacent, le sous-jacent est ce que vous négociez réellement, et l'indice de référence est ce que vous mesurez la manipulation ou l'absence de manipulation potentielle ou l'absence de manipulation. Pour une accumulation intelligente d'argent, pour un programme d'achat sur un graphique quotidien, l'indice de référence va parfois atteindre un plancher plus bas, alors que le sous-jacent atteint un plus bas plus élevé. Cela indique qu'une forte pression d'achat sur le sous-jacent, ou dans ce cas la devise que vous négociez, il ne parvient pas à atteindre un plus bas alors que l'indice de référence atteindrait un plus bas. Elle fait preuve d'une force relative. On peut donc s'attendre à un mouvement haussier Un autre scénario dans lequel l'accumulation intelligente d'argent pour les programmes d'achat entre en jeu est le suivant. Le sous-jacent, ou la devise que vous négociez, atteint un plus bas, tandis que l'indice de référence plus bas, tandis que l'indice de référence pour les produits plus bas. Inversement corrélé à la monnaie, et je vais vous donner un exemple pour le point numéro 2, où il est dit que l'indice de référence fait un plus bas, le sous-jacent fait un plus haut, plus bas. Dans ce cas, cette affirmation pourrait être vraie en disant que l'indice du dollar fait un plus bas, tandis que le dollar yen fait un plus bas plus élevé. Il s'agirait d'une accumulation par programme. Le sous-jacent ou la devise que vous négociez fait un plus bas, mais l'indice de référence atteint un sommet plus bas. Dans ce cas, cela serait vrai dans le sens où si nous regardons, disons, la livre sterling USD, fait un plus bas, tandis que l'indice du dollar atteint un plus bas et l'indice du dollar un plus bas. Cela signifie que si le dollar ne parvient pas à atteindre un sommet plus élevé que la livre sterling par rapport au dollar américain, cela indique que l'indice du dollar a atteint un sommet plus bas. Cela indique que la livre britannique par rapport au dollar américain, cela indique que la livre est en train de descendre en dessous d'un ancien plus bas. Afin de capter des liquidités, nous prévoyons un scénario de soupe de tortue sur un graphique journalier. L'indice de référence atteint un sommet plus élevé. Le sous-jacent atteint un creux plus élevé. Dans ce cas, il s'agit d'une condition qui serait le dollar atteignant un sommet plus élevé, ce qui ressemblerait à une force relative pour le dollar. Mais le sous-jacent, ou dans ce cas nous utiliserons le dollar livre, atteint un plus bas plus élevé. La livre dollar aurait dû atteindre un plus bas, mais elle n'a pas voulu le faire. La force relative de la livre par rapport au dollar est donc à l'achat. Et le dollar est en train de dépasser un ancien sommet pour prendre les stops d'achat au-dessus d'un ancien sommet et ensuite rejeter. Nous chercherions une vente de soupe de tortue dans le journalier dans ces conditions. Pour une distribution intelligente de l'argent pour les programmes de vente, nous verrons les 4 conditions que nous utilisons pour cela. Là encore, nous étudions la manipulation du sous-jacent par rapport à l'indice de référence. Tout cela est relatif au cadre de temps quotidien, rien de moins qu'un graphique quotidien. L'indice de référence atteint un sommet plus élevé, tandis que le sous-jacent atteint un sommet plus bas. Dans ce cas, il s'agit du dollar qui atteint un sommet plus élevé, alors que le sous-jacent, ou dans ce cas, le dollar yen, atteint un sommet plus bas. Il s'agirait d'un programme cellulaire ou d'une distribution importante dans la paire dollar-yen. Le sous-jacent atteint un sommet plus élevé, tandis que l'indice de référence atteint un plancher plus élevé. Cela pourrait être vrai dans le sens où la livre dollar atteint un sommet plus élevé, tandis que l'indice du dollar fait un plus haut plus bas. Dans ce cas, cela signifie par exemple que si le sous-jacent est le dollar livre et qu'il atteint un sommet plus élevé, il dépasse un ancien sommet pour obtenir la liquidité du côté acheteur pour une cellule de soupe de tortue, et l'indice du dollar ne parvient pas à atteindre plus bas, de sorte que la force sous-jacente se trouve dans l'indice du dollar. Enfin, pour un programme de cellules sur le graphique journalier, l'indice de référence atteint un plus bas, tandis que le sous-jacent atteint un plus haut plus bas. Dans ce cas, il s'agit de l'indice du dollar. L'indice du dollar fait un plus bas, tandis que la livre dollar fait un plus haut plus bas. L'indice du dollar fait un plus bas, tandis que la livre fait un plus haut plus bas. La livre dollar. Tout en atteignant un sommet plus bas, ce qui témoigne d'une faiblesse relative, tandis que l'indice de référence du dollar atteint un plus bas. On
On pourrait croire que l'indice du dollar est en train de baisser et que, par conséquent, le support cassé va entraîner la poursuite de la baisse, mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'indice du dollar est en train de casser un précédent plus bas pour accumuler tous les stops de vente en dessous d'un ancien plus bas, tandis que la livre dollar n'est pas disposée à atteindre un plus haut plus élevé parce qu'elle a déjà accumulé suffisamment de shorts et qu'elle est fortement sous-distribuée. Nous assisterions à des ventes massives de la livre dollar sur la base de la faiblesse relative parce qu'elle ne parvenait pas à atteindre un sommet plus élevé alors que l'indice du dollar atteignait un plancher plus bas. Tout cela étant dit, il s'agissait probablement d'un quelques remplacements, mais les règles sont telles qu'elles ont été expliquées il y a un instant sur la diapositive précédente, mais vous pouvez voir tout ce qui est dit ici. Nous allons les passer en revue brièvement. L'accumulation d'argent intelligent pour les programmes d'achat se spécialise dans la manipulation du sous-jacent par rapport à l'indice de référence. Et cela se voit dans le fait que l'indice du dollar fait un plus bas alors que le dollar suisse, par exemple, fait un plus haut, fait un plus bas plus élevé. Ce serait une bonne chose pour le dollar suisse. L'euro-dollar fait un plus bas alors que l'indice du dollar fait un plus haut plus bas. Cela serait considéré comme baissier pour le dollar et haussier pour l'euro-dollar parce qu'il est descendu en dessous d'un ancien plus bas pour capter la liquidité du côté des vendeurs et ensuite vous verriez un rejet ou une soupe de tortue longue. L'indice du dollar atteint un plus haut et l'euro-dollar atteint un plus bas, ce qui constituerait une force relative pour l'euro-dollar. Le passage au-dessus de l'ancien sommet de l'indice du dollar constituerait une vente en soupe de tortue après l'achat. La liquidité et la distribution de l'argent intelligent pour les programmes de vente à nouveau se concentrer sur la manipulation du sous-jacent par rapport à l'indice de référence. L'indice du dollar atteint un sommet plus élevé. Au même moment, le dollar suisse atteint un sommet plus bas, ce qui correspond à une faiblesse relative de la paire dollar suisse, et l'indice du dollar qui atteint un ancien sommet correspond à un mouvement d'achat d'actions pour un dollar, suivi d'un rejet et de la recherche de prix plus bas pour l'indice du dollar. L'indice du dollar et le dollar suisse sont étroitement corrélés. Et tout comme le dollar suisse est étroitement corrélé au dollar index, il en est de même pour le dollar CAD lorsque le pétrole n'est pas un problème et le dollar yen est également étroitement corrélé à l'indice du dollar positivement ou naturellement corrélé à l'euro-dollar dans l'indice dollar, ils sont inversement corrélés, ce qui signifie que ce que l'euro-dollar fait, l'option le voit dans l'indice dollar. Et c'est troisième exemple pour le programme cellulaire, l'euro-dollar atteint un sommet plus élevé, tandis que l'indice du dollar atteint un creux plus élevé. Il faut s'attendre à une force relative de l'indice du dollar et à une faiblesse sous-jacente après que l'euro-dollar ait atteint ce vieux sommet, épuisant les liquidités de l'arrêt d'achat, et le graphique journalier devrait voir des prix plus bas dans cette condition. L'indice du dollar atteint un plus bas, tandis que l'euro-dollar atteint un plus haut. Il s'agit d'une faiblesse relative de la paire euro-dollar, tandis que l'indice du dollar passe en fait sous ce plus bas. L'indice du dollar absorberait les liquidités vendues en dessous d'un ancien plancher, puis rejetterait et négocierait à la hausse l'indice du dollar, poussant ainsi l'euro-dollar à la baisse. D'accord, ce que nous regardons ici est l'indice du dollar sous forme de graphique mensuel, une année complète de janvier à janvier, et je veux que vous regardiez les variations de prix entre tous ces points de référence verticalement. Comme vous le voyez, il y a différents changements de marché qui ont lieu. Et voici à quoi cela ressemble si vous le mettez en place tous les 4 mois, alors que le dernier live était tous les 3 mois. Et je vais vous donner un exemple. Voici votre tableau divisé entre tous les 3 mois et tous les 4 mois. Et vous pouvez toujours voir qu'il vous donne un très bon contexte de la structure du marché et du prochain changement de marché. Voici le même indice du dollar sur une base hebdomadaire. Et nous regardons tous les 4 mois. Pour les changements trimestriels. Et nous allons passer à un graphique quotidien. Vous pouvez voir ici, nous avons l'indice du dollar quotidien. Et ce que j'ai fait, c'est que je n'utilise que des calendriers. Début de chaque mois ici, d'un mois de janvier jusqu'au mois de janvier de l'année suivante, ou dans le cas de cet exemple, la nouvelle année, l'année de l'année en cours, en regardant l'année du 1er janvier, au 1er janvier de l'année,
J'aimerais que vous regardiez combien de fois le marché se déplace d'un côté à l'autre et combien de fluctuations de prix vous voyez sur une année complète. Sur une échelle de temps quotidienne, vous n'obtenez pas un grand nombre de configurations. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle la plupart des gens ne négocient pas ce cadre temporel, mais c'est un cadre temporel qui soutient toutes les autres disciplines commerciales. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je ne vais pas insister ici, mais je veux que vous voyez comment le marché nous donne en fait une très bonne vue macro du marché, où il nous donne un cadre et une structure pour travailler, de façon à ce que nous puissions négocier d'un côté du marché, et de s'y concentrer en priorité. Très bien, voyons un peu plus en détail ce qu'est un changement trimestriel. D'accord, sur votre graphique, vous allez délimiter par une ligne verticale sur votre calendrier. Au début de l'année, vous allez trouver où, si vous commencez tout juste à regarder cette vidéo, ce qui ne devrait pas être le cas parce que tout le monde devrait la regarder en même temps, en janvier de l'année, dans le cadre d'un changement trimestriel, en janvier de l'année, dans le cadre de ce mentorat. Mais pour ceux qui étudient encore en regardant cette vidéo dans le cadre du mentorat et leur accès au contenu, vous pouvez regarder vos tableaux et il se peut que ce soit en mai. D'accord, cela pourrait être dans 3 ans. Et vous pouvez faire une toute nouvelle analyse en regardant le graphique et en plaçant une ligne verticale au début du mois le plus récent. Par exemple, nous sommes en janvier, vous la placeriez au premier jour du mois de décembre. Ok, et vous feriez tout ce que je suis sur le point de vous expliquer ici. Mais pour commencer, afin de faciliter l'explication, j'utilise simplement le facteur de janvier à janvier. Et nous allons considérer cela comme le changement trimestriel anticipé. Nous ne savons pas si ce sera le cas, mais nous allons faire certaines choses pour arriver à calibrer ce niveau. Ce niveau, c'est ce qu'on appelle la rétrospective. Ce que vous allez faire, c'est revenir sur votre mois d'études, où qu'il se situe dans le temps. Mois d'études, quel que soit le moment où vous commencez votre analyse, le mois le plus récent, vous voulez utiliser le premier jour de bourse de ce mois. Tracez une ligne verticale sur votre graphique. À partir de là, vous allez regarder vers la gauche. Vous allez regarder à gauche de la ligne verticale que vous avez placée sur votre graphique. 60 jours de bourse, 40 jours de bourse et 20 jours de bourse. Pourquoi est-ce que je vous donne ces 3 paramètres? L'algorithme sera de retour d'environ 3 mois de transaction. C'est la durée moyenne. Il y a d'autres moments où il peut aller plus loin, mais pour l'instant, je vous apprends à rechercher les données les plus importantes. Mais pour l'instant, je vous apprends simplement à rechercher les points de référence les plus importants sur le graphique journalier. Les 60, 40 et 20 jours de bourse restants dus. Le mois civil le plus récent. Placez votre ligne verticale dessus. C'est votre point de repère de départ. Et vous allez délimiter les 60 jours à gauche de cette ligne, les 40 jours à gauche de cette ligne et les 20 jours. Il s'agit de jours de bourse et non de jours calendaires. Dans ces fourchettes, vous identifierez le flux d'ordre institutionnel. Que faisait le marché il y a 60 jours à aujourd'hui? À la ligne verticale du mois le plus récent, délimité.